On vient de faire un petit tour du salon de près de 2 heures, 2 heures et demie, dans Social Paris 2016. Et certains d'entre vous pensaient que c'était déjà un grand tour et que ça tirait peut-être déjà un petit peu dans les jambes. Mais sans vouloir vous faire peur, en fait, si vous voulez tout voir, il va falloir marcher beaucoup, beaucoup plus. Car bien sûr, en 2 heures, on est loin, très loin de faire tout le tour du salon. Cette année, c'est 27 hectares, on en a parlé tout à l'heure, c'est 270 000 mètres carrés d'exposition. Et c'est l'équivalent d'une centaine de supermarchés mis bout à bout, pour avoir une idée de la taille. Donc imaginez la taille d'un magasin de 100 supermarchés. Cette année, on a même dû pousser les murs de Paris-Nord-Villepinte, puisqu'on a dû construire un nouveau hall de 15 000 mètres carrés, que je vous invite à découvrir dans le pavillon 5C. Donc oui, le Social Paris est décidément un événement hors norme. Il est devenu le carrefour mondial de l'inspiration alimentaire, avec 400 000 produits présentés sur le salon, avec 7 000 professionnels, avec plus d'une centaine de pays exposants et quasiment 200 pays visiteurs. J'arrête là les chiffres, mais ils traduisent très bien la croissance du Cial et l'importance de ce salon qui croît de 10% d'édition en édition. Donc qui croît par l'offre, par le nombre d'entreprises, par le nombre de professionnels présents sur le salon, et qui croît également par la richesse et la variété des produits qui sont présentés sur le salon. Donc cette fantastique croissance, elle porte chacun des grands salons Cial. Et pour ne donner qu'un exemple, le Cial Chine, cette année, a atteint 3000 exposants et est devenu le 4e événement au monde de l'agroalimentaire, avec une croissance de près de 20%. Donc cette croissance du Cial partout dans le monde, elle est d'abord portée par l'explosion des échanges agroalimentaires. Ils ont été multipliés par 3 en 10 ans pour atteindre 1500 milliards de dollars, donc un chiffre incroyable. Et bien sûr, cette croissance est appelée à se poursuivre, puisque l'on regarde évidemment la croissance démographique, la croissance mondiale, qui devient un véritable enjeu, un défi pour l'ensemble des acteurs de la filière. Dans ce monde où cohabitent encore l'excès et le manque, il faudra nourrir 2 à 3 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050. Et on sait très bien que ce défi ne pourra être relevé qu'en mobilisant l'ensemble de la filière, de l'amont agricole à la transformation agroalimentaire, de la distribution à la restauration. Donc pour y contribuer, le Cial ne se contente pas de mettre les produits en rayon. Le Cial est devenu, pour le monde entier, un véritable cahier de tendance de l'alimentation de demain. Et donc la signature du Cial que vous découvrez derrière moi n'est pas un simple slogan, mais c'est vraiment un engagement à regarder plus loin et à mieux devancer les attentes des consommateurs. Et donc qu'est-ce qu'on observe cette année? Pour vous donner quelques idées, la confirmation sans surprise d'une recherche de plaisir et de convivialité. Cela reste la valeur universelle de l'alimentation. Mais s'ajoutent aujourd'hui 3 exigences, 3 attentes très fortes du consommateur: la transparence, la santé et la préservation de notre terre. Donc la transparence pour pouvoir mieux sourcer, tracer et comprendre ce que l'on mange. Préserver sa santé ensuite pour associer le bien manger au fait de rester en bonne santé, bien entendu. Et l'environnement enfin, en choisissant, si possible, des produits issus d'une démarche durable. Aujourd'hui, les produits qui sont les produits les plus gagnants, plébiscités par les consommateurs, sont des produits souvent avec des partis pris très forts, qui arrivent à faire le grand écart entre, quelque part, le naturel du potager et des produits, au contraire, très élaborés. Donc cela représente une véritable gageure pour les entreprises agroalimentaires, arriver à faire à la fois simple et très sophistiqué. Mais au-delà des tendances, le Cial, c'est beaucoup d'innovations, comme chaque année, parce que la moitié des produits qui seront en linéaire dans 5 ans n'existent pas encore en rayon aujourd'hui. Et c'est l'ensemble de ces nouveaux produits passeront par le Cial. Ainsi, cette année, 2200 nouveaux produits sont présentés sur le salon, et c'est quasiment 10% des nouveaux produits lancés mondialement cette année dans l'agroalimentaire. Donc c'est vraiment un échantillon extrêmement fort et représentatif. Un produit nouveau sur 10 donc, qui va être lancé dans le monde et présenté sur le Cial. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à peut-être passer plus de temps pour retourner visiter l'espace innovation et bien sûr rencontrer tous les exposants. Vous verrez qu'il y a de vraies pépites. Donc d'abord, dans les ingrédients en vogue, on nous demande souvent qu'est-ce qui est à la mode cette année. Le quinoa, les algues, le chia ou encore le chou kale, pour ceux qui veulent découvrir. Donc autant d'ingrédients qui portent en eux une véritable promesse de santé. Il y a aussi les produits stars et les produits d'exception, comme la truffe, le safran ou tout simplement une viande pure race longuement maturée, donc qui offre des petits moments de plaisir et des vrais moments que l'on veut exceptionnels. Et puis il y a la famille des bio et des sans, dont le cercle ne cesse de s'agrandir, avec le sans gluten, les sans allergènes, les sans antibiotiques, etc.
Donc ces produits sans qui sont eux aussi devenus des produits de plaisir et des produits de gourmandise. Enfin, il y a le circuit court, on va dire, le fait maison qui se renforce année après année, et on a même poussé la tendance sur le produire chez soi, dans son jardin ou même sur son balcon. Donc l'innovation ne concerne pas seulement les produits, même si c'est la partie la plus visible sur le salon. Plus généralement, on observe une forme de décloisonnement d'un bout à l'autre de la filière, où le restaurant est en même temps une épicerie fine ou une cave, où le magasin devient un véritable lieu de vie. Donc pour poursuivre et mieux comprendre ces transformations, nous vous invitons à assister à l'ensemble des conférences et tables rondes, ici même sur le plateau télé, qui sont organisées tout au long du salon, où l'on débattra évidemment des nouvelles tendances comme le e-commerce, l'ubérisation, l'anti-gaspi ou encore l'assiette connectée, dont tout le monde parle. Autant de sujets qui ne manqueront pas d'animer les allées et le plateau télé. Donc Social Paris 2016, où le futur se dessine, et donc vous le voyez, un vrai forum de réflexion sur l'alimentation de demain, sur l'innovation et l'alimentation durable. Le CIAL entend être moteur et être mobilisateur pour accompagner évidemment les entreprises. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont également sensibles à cette exigence de demain. En cette journée mondiale de l'alimentation, placée sous l'égide des Nations Unies, et en cette journée française de l'anti-gaspi, qui a été inaugurée ce matin, le CIAL est particulièrement heureux d'organiser ce soir au Quai d'Orsay, à l'invitation de Jean-Marc Ayrault, donc ministre français des Affaires étrangères, et de M. Stéphane Le Foll, présent devant moi, ministre français de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, une rencontre des grands acteurs de la filière pour réfléchir ensemble à ce défi mondial du XXIe siècle, à savoir comment développer une alimentation durable pour que la Terre puisse enfin nourrir tous ses habitants. C'est, vous l'aurez compris, un enjeu de taille qui nous tient à cœur au CIAL, car ce salon se fait beaucoup avec l'engagement de chacun. Et je voudrais donc remercier particulièrement le gouvernement français, remercier les ministres et aussi les ambassadeurs qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui et présents sur le salon. Remercier bien sûr tous les acteurs de la filière qui sont présents autour de nous, les professionnels, les exposants du salon, et notamment les entreprises qui ont adhéré à la charte Made in France, Made with Love, un programme soutenu par de nombreux acteurs français et animé par Business France et Sopexa, car rappelons-le quand même, la France est le premier pays exposant sur ce salon. Remercier bien sûr l'ANIA, Jean-Philippe Girard, son président. Remercier aussi le chef Joël Robuchon, qui est pas très loin, mais je ne sais pas s'il a réussi à nous rejoindre. Mais en tout cas, Joël qui a toujours réussi à faire une alliance assez forte entre la gastronomie et l'industrie agroalimentaire pour en faire des alliés au service du bien manger. Et Joël est le parrain de cette édition CIAL 2016. Enfin, je voudrais remercier bien sûr toutes les équipes du CIAL et de Comexposium qui travaillent depuis 2 ans d'arrache-pied pour organiser cet événement hors norme et pour faire de ce salon le rendez-vous mondial de l'inspiration alimentaire. Donc durant les 5 jours à venir, nous allons recevoir quelques 160 000 acheteurs de la distribution et de la restauration qui vont venir faire leurs courses sur le salon, ici dans les allées du CIAL. Alors j'ai juste envie de dire, à vos caddies, je déclare ouvert le plus grand magasin, le plus grand restaurant au monde. Merci. Bien, Monsieur le Ministre, cher Stéphane Le Foll, merci de votre présence et de votre fidélité au CIAL. C'est important de le dire et d'insister. Monsieur le directeur du CIAL, cher Nicolas, comment ne pas saluer ton travail et celle de tes équipes pour cette édition 2016. Les Bourguignons diraient, il s'annonce comme un très grand millésime. Cher Renaud, chère Valérie, comment ne pas saluer également votre implication, votre engagement pour ce CIAL, pour notre CIAL, j'ai envie de dire, avec le succès aujourd'hui, année après année. Sans oublier le conseil de surveillance du CIAL, Claude, qui est toujours présent et qui travaille à guider nos travaux pour faire d'un CIAL un événement exceptionnel. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs les présidents, cher Xavier, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers exposants venus du monde entier, je vous souhaite, ainsi qu'à vos équipes, un CIAL couronné de rencontres, de réussites et de succès. Un CIAL où, nous l'avons vu, l'innovation, la créativité alimentaire, la responsabilité,
l'ouverture sur le monde auront toute leur place et leur rayonnement. Je dois vous avouer que ce soir, je suis très fier d'être président de ce conseil de surveillance du CIAL, en tant que président de l'ANIA, mais également en tant que chef d'entreprise exposant. Mes équipes sont toujours ravies de participer à ce CIAL dans sa dimension et dans ses relations. Le CIAL, cette vitrine des savoir-faire du monde entier, cette vitrine du dynamisme et de la créativité de nos filières, cette vitrine de nos belles entreprises et de nos belles régions. Visiter le CIAL, le plus grand salon alimentaire du monde, c'est voir, toucher, sentir, goûter l'évolution de notre alimentation et de ses grandes tendances. C'est découvrir des produits, des concepts, des spécialités, des équipements, des entrepreneurs, des hommes, des femmes qui préparent demain et qui préparent l'avenir. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, que nous soyons agriculteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, partenaires de la filière, nous devons plus que jamais mettre le consommateur au cœur de notre attention. Nous devons redonner de la valeur à notre alimentation, redonner de la valeur à notre filière, cesser de détruire inutilement des marges indispensables à l'investissement et l'emploi et repenser notre relation amont et aval. Pour le bien du consommateur, pour le bien de nos entreprises, mais aussi pour le bien de notre pays. Nous devons construire un autre modèle de relation, de collaboration, changer d'état d'esprit, penser et agir différemment. Monsieur le ministre, notre filière pèse plus de 500 milliards d'euros, plus de 2 500 000 emplois. Nous exportons à plus de 40 milliards et notre potentiel est immense. Demain, il faudra nourrir 9 à 11 milliards d'habitants. Alors ensemble, et Xavier en est également tout à fait conscient, nous devrons réagir face à une agriculture qui souffre, face à une perte de marge et de confiance des industries alimentaires, face aux défis nouveaux de la grande distribution. Nous sommes reconnus dans le monde entier pour nos savoir-faire en production animale et végétale, pour notre maîtrise de la première transformation avec des acteurs mondiaux, pour notre maîtrise de la qualité et de la sécurité alimentaire, pour nos territoires d'exception, pour nos terroirs, nos nombreuses spécialités régionales, liquides et solides. Alors je le redis devant vous avec force et conviction, nous ne méritons pas d'être traités comme nous sommes traités par certains médias et par certains journalistes. Nous sommes partie intégrante du succès de notre tourisme et de nos exportations. Nous sommes la convivialité, nous sommes le plaisir, le repas, le bien-être, le bien manger. Nous sommes le quotidien des Français, des Européens et de plus en plus des acteurs mondiaux. Nous devons donc individuellement et collectivement nous battre pour préserver cela, agir en responsabilité, préserver nos savoir-faire et nos ressources. Chers tous, nous devons prendre conscience que notre filière est stratégique pour la France. Une filière qui exporte partout dans le monde. Un excédent commercial de plus de 7 milliards d'euros. Nous ne pouvons pas accepter d'être rétrogradés de la deuxième à la 4e place en quelques 10 ans, sans réagir et sans agir. Nous sommes l'emploi local, nous sommes la vie des territoires. Nous pouvons recruter des jeunes diplômés et non diplômés, les intégrer, les former, c'est une force pour notre pays. Nous sommes en emploi positif. Alors, Monsieur le ministre, dans cette période très compliquée, voire complexe, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de plus d'écoute, plus de flexibilité, plus de visibilité, plus de stabilité, moins de lois, moins de taxes, moins de charges, moins de normes franco-françaises et moins de contraintes. Nous avons besoin que l'on nous fasse confiance, tout simplement. Si nous voulons remonter sur le podium des exportations mondiales, nous devons, à mon sens, penser autrement, penser ailleurs et penser demain. Penser autrement en redonnant, et j'insiste, de la valeur à notre alimentation et notre filière. En travaillant sans relâche sur la qualité, la diversité, la transparence, la productivité et la compétitivité de la filière. En soutenant toutes nos entreprises
qui innovent, qui investissent, qui recrutent et qui exportent. Pensez ailleurs, grâce au soutien fort et permanent à l'international, grâce à une diplomatie économique pérenne, présente et active, grâce à une diminution de la pression fiscale, grâce à des normes moins contraignantes pour rester compétitifs à l'export. Travailler l'exportation collaborative avec une priorité pour l'ANIA et le SIAL, réussir ensemble à l'international. Pensez demain en capitalisant sur nos filières d'excellence, en innovant toujours plus, en étant plus numérique, plus digital, plus multicanal, plus data, mais toujours à l'écoute des consommateurs et de chaque consommateur, en ayant des ambitions mondiales dans le domaine des protéines et des ferments du futur, en capitalisant sur l'excellence française. Nous sommes individuellement et collectivement une force pour la France, une force d'avenir. Il me reste à conclure en réinsistant sur les 3 marqueurs de notre profession. La fierté, fierté de nos produits, fierté de nos équipes, fierté de nos régions, fierté de notre pays, fierté d'exporter. La responsabilité sociale, sociétale, environnementale, l'ambition française, européenne et mondiale. Profitons donc, SIAL, pour mieux comprendre les enjeux alimentaires de notre pays et les enjeux alimentaires du monde qui nous entoure et qui changent. Exposants français, exposants du monde entier, je vous souhaite ainsi qu'à vos équipes un très bon SIAL, avec beaucoup de succès. La France, Paris, le SIAL, vous souhaite un excellent séjour et beaucoup de réussite. Merci. Bon, Monsieur le Président, je voudrais intervenir après vous. Monsieur le directeur du SIAL Paris, vous avez présenté votre événement comme étant le plus grand magasin du monde, c'est ça? Et vous avez laissé imaginer ce que c'était que 100, c'est ça, 100 grands magasins. Il y a derrière vous un représentant de la grande distribution française. Il y pensait, ils sont pas prêts de le faire, vous l'avez fait. C'est une occasion comme jamais de présenter cette diversité et cette richesse d'une agroalimentaire française qui, je voudrais le rappeler à tous ceux qui doutent quelquefois, regroupe des petites, des moyennes, des plus grandes entreprises. Mais c'est toute la palette qui est là, présente aujourd'hui ici à Villepinte. Je voudrais saluer le président de la FNSEA, le président de la PCA, le directeur général de la commission agricole, de la commission européenne, et c'est important qu'il soit là aussi avec nous. Il a même fait toute la visite avec nous. Donc il a pu constater la qualité des produits. Donc vous pouvez l'applaudir et le remercier. On critique souvent l'Europe et la Commission. Vous voyez, elle est présente. Je voudrais saluer bien sûr Monsieur le Préfet, et puis tous les chefs d'entreprise qui sont présents. J'en reconnais quelques-uns et je les vois de temps en temps. Petites là aussi, moyennes et grandes. À chaque fois, il y a l'ensemble de cette diversité qui est représentée. Ce salon se passe un an après, en fait, la COP21. C'est à nouveau un grand rendez-vous que la France donne au monde entier. Cette COP21, c'était un engagement très fort qui a été pris pour faire en sorte que, à l'échelle de la planète, chacun prenne bien conscience que le climat, c'est l'affaire de tous. Et qu'on ne peut pas faire comme si il y avait ceux qui s'en occupaient, d'autres qui s'en occupent pas. Et on est satisfait de voir qu'un an après, la plupart des grands émetteurs de gaz à effet de serre signent et ratifient cet accord qui va donc permettre à la COP22 à Marrakech de pouvoir engager un processus concret de mise en œuvre de cet accord. Donc après la COP21, le SIAL, moment, je l'ai dit, où le monde vient à Paris, 104 pays représentés, avec des stands, on les a vus tout à l'heure, plus ou moins grands selon les pays, mais j'ai vu par exemple que la présence de l'Inde aujourd'hui m'a surpris par la taille de son stand, hein, qui est très important. C'est une marque aussi du fait, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, que la France et Paris, ici, sont un lieu très important et incontournable. Nous sommes le premier salon mondial de l'alimentation. Il faut le répéter, il faut le dire. C'est aussi un enjeu alimentaire, bien sûr, à l'échelle de la planète, avec
la lutte contre le réchauffement climatique, il y a bien sûr la question de la faim, l'accès à l'alimentation. Il faut qu'on ait conscience d'ailleurs qu'au-delà de la diversité des produits qui sont présentés aujourd'hui, la vraie question qui sera posée pour l'alimentation dans le monde demain, c'est la capacité qu'on va avoir aussi à adapter une partie des cultures alimentaires qui aujourd'hui sont peu représentées ou devront être beaucoup plus représentées. On sait aussi que la ration alimentaire, l'équilibre alimentaire calorique ne sera pas le même partout. Il faut surtout éviter de considérer qu'il y aurait un modèle alimentaire qui s'appliquerait partout. Ça serait la pire des erreurs à faire. Et ça serait aussi pour nous, d'ailleurs, la France et l'Europe, une erreur stratégique. Il faut, au contraire, qu'on soit les promoteurs de la diversité des cultures alimentaires. Parce que ça nous intéresse. Ça a aussi un enjeu économique et de développement pour ce qui nous concerne. Donc voilà le contexte, avec bien sûr des innovations, parce que dans l'alimentation aussi, il y a des innovations. Des innovations liées d'abord au modèle de production, on l'a dit aussi aux techniques de production, avec de plus en plus la recherche, et ça me paraît incontournable, de l'efficacité énergétique. Si on veut répondre aussi aux enjeux climatiques, ça doit, pour les entreprises de l'agroalimentaire, qui sont souvent consommatrices d'énergie, être un objectif particulier et spécifique. Et comme à chaque fois, quand on parle d'environnement, on doit aussi parler d'économie. Et l'un et l'autre ne sont pas opposés en termes de dynamique. Au contraire, ça a été dit, on l'avait rappelé lors des discussions que nous avions eues sur le froid du futur. Qu'est-ce que c'est que le froid du futur? C'est faire du froid en consommant beaucoup moins d'énergie. C'est quand même ça l'objectif. Et moins d'énergie, c'est moins de consommation, c'est moins d'achats, et c'est donc autant de capacité qu'on a à garantir la compétitivité des entreprises de demain. L'agroalimentaire et la France, parce que c'est ça aussi, Paris-Villepinte, c'est un secteur prépondérant, en tout cas sur tous les territoires de France. C'est plus de 418 000 salariés. C'est des entreprises de petite taille, à plus de 90% ou 96% même. On a toujours en tête uniquement que les grandes entreprises, mais non. Le secteur agroalimentaire français, c'est d'abord des TPE et des TPI. Et c'est pourquoi on a cette diversité aussi de possibilités, de propositions, de produits. C'est un secteur qui a eu une croissance en termes de chiffre d'affaires supérieure à la croissance globale de l'économie, avec plus de 1,5% depuis 2 ans. C'est un secteur qui a vu sa balance commerciale s'améliorer jusqu'en 2015, avec plus 6%. Dépassant les 8 ou les 11 milliards même d'excédent de balance commerciale. Alors on le sait, et je l'ai dit déjà à Business France, c'était hier, dans le cadre de la rencontre qu'ils organisaient, qu'avec ce qui nous est arrivé en termes de production agricole, le risque, bien sûr, c'est que l'année prochaine, en 2016, cet excédent de la balance commerciale va être beaucoup inférieur à ce qu'il a été en 2015. Et cette progression liée au dynamisme général de notre industrie agroalimentaire et de notre agriculture va se trouver évidemment pénalisée par les mauvaises récoltes et la baisse de la production laitière. Mais je crois que la tendance était là. C'est, je le rappelle aussi, et je le dis, plus de 5 700 emplois nets qui ont été créés en 2015 dans l'industrie agroalimentaire. Net. C'est pas simplement... c'est net. Et ça, c'est un point important dans le débat sur la création d'emplois. Et ça valide d'ailleurs la stratégie qui avait été une des premières stratégies du contrat de filière, d'essayer de valoriser justement l'image de l'agroalimentaire pour attirer des talents et des jeunes dans des carrières qui sont des carrières qui peuvent, et c'est ici en tout cas encore l'occasion de le démontrer, qui peuvent offrir toutes les potentialités pour réussir sa carrière et s'épanouir dans le travail, dans cette grande industrie avec toute sa diversité. C'est aussi, bien sûr, des choix qu'il faut rappeler, même si, je le sais, les débats de l'an prochain verront des discussions sur les grandes stratégies, les choix qui ont été faits sur la baisse avec le crédit d'impôt compétitivité et le pacte de responsabilité de ce qu'on appelle les cotisations ou les charges qui pesaient sur les entreprises. Je le rappelle quand même qu'entre 2012 et aujourd'hui, en 2012, avec les exonérations qui existaient à l'époque, on avait autour de 815 millions d'euros de baisse de charges. On est à 1 milliard 815 millions, c'est-à-dire 1 milliard de baisse de charges supplémentaires entre 2012 et aujourd'hui, liées au crédit d'impôt et au pacte de responsabilité. Après, on pourra toujours discuter, est-ce que c'est suffisant ou pas, mais en tout cas, c'est la réalité. C'est aussi un crédit d'impôt recherche
qui, aujourd'hui, trouve aussi sa pertinence et sa validité dans le domaine de l'agroalimentaire, avec plus de 250 millions de ce que ça représente du crédit d'impôt recherche. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on s'est souvent posé la question, au tout début de nos discussions, pour savoir quelle était la capacité de recherche et d'innovation dans le domaine de l'agroalimentaire. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on se déplace dans les allées du Cial, on s'aperçoit que cette innovation et cette recherche d'abord et innovation derrière, sont absolument nécessaires pour offrir des produits qui ensuite répondent à des besoins plus spécifiques ou sont capables d'anticiper les besoins de demain. C'est en tout cas ce qui a été dit tout à l'heure par toi, Jean-Philippe, et c'est très juste d'être en capacité d'anticiper. C'est aussi juste de voir des jeunes entreprises qui, dans le domaine du bio ou pas, font des investissements et créent des nouveaux produits et trouvent aussi des nouveaux marchés. On le voit dans la petite enfance en particulier, avec des produits complètement nouveaux. Je l'ai vu aussi sur ces produits nouveaux à base de plantes qui mixent avec des goûts très particuliers et très fins, je le dis d'ailleurs, des sirops qui sont des nouveautés en termes gustatifs et qui peuvent être très intéressants et très importants pour l'avenir. J'encourage en tout cas toutes ces innovations à se mettre en œuvre, à se développer, et il faudra qu'on les soutienne. On a été aussi aujourd'hui au stand de l'ANIA signataire d'un accord. Je le dis, le travail qui avait été fait sur les plans industriels pour l'avenir dans le domaine de l'agroalimentaire avait défini 3 grands enjeux stratégiques. Le premier, c'était tout l'enjeu du numérique et du fait que toute cette nouvelle économie doit bien sûr être un des outils du développement de l'industrie agroalimentaire de demain. Et en particulier, je le dis, pour les plus petites entreprises. Parce que ça, c'est stratégique. C'est stratégique pour elles. Et si on n'est pas capable de les aider, de créer des dynamiques dans ce domaine-là, certains seront exclus d'un certain nombre de ce qu'on appelle d'accès aux informations de ce numérique de demain. Et il faut qu'on soit capable de s'organiser en France pour que chacun ait un accès facilité à cette connaissance, à ces données, pour pouvoir ensuite être utilisé pour innover. Le deuxième point, c'était les ferments du futur. Le constat, c'est que la France, en particulier avec l'industrie brassicole aujourd'hui qui s'est développée, et dans lequel, après un débat au début de l'année 2012, je m'en souviens, eh bien, a vu sa consommation en bière augmenter, la production augmenter de manière considérable, et le nombre de brasseries et de petites brasseries, toujours pour revenir à ce débat, il n'y a que les gros, mais non, il y a aujourd'hui beaucoup de petites brasseries. On doit avoir dépassé, je vais peut-être dire une bêtise, 750 brasseries en France. C'est un chiffre jamais atteint depuis, alors je ne sais pas quel était le chiffre d'ailleurs il y a une centaine d'années, mais en tout cas celui-là, c'est un chiffre jamais atteint, et c'est la preuve de la vitalité d'un secteur. Les ferments du futur. Dans la fermentation, on le sait, donc dans la bière, dans les produits laitiers, on est dans un domaine d'excellence française. Et la charcuterie aussi, et dans la levure, dans toutes les levures. Il y a là quelque chose qui doit nous amener à réfléchir stratégiquement pour pouvoir engager des innovations et des investissements qui positionnent la France dans ce domaine de manière singulière par rapport aux autres pays et qui portent et qui mettent en avant des atouts que nous avons d'une expérience, d'une histoire qui est la nôtre. Et je crois que sur ce point-là, il faut qu'on aboutisse à ce que nous venons de signer, et je vais terminer aussi par là, avec l'enjeu des protéines du futur. L'enjeu des protéines, c'était un débat qu'on avait eu à Bercy il n'y a pas longtemps, et Christophe Sirugue nous a fait le plaisir de nous accompagner, mais il a dû repartir. Mais je sais qu'avec Christophe, on travaillera à la poursuite de ces engagements et à leur mise en œuvre. Ce plan visait justement stratégiquement à considérer que les protéines étaient un enjeu pour la France, pour l'Europe. Nous importons des protéines aujourd'hui, végétales. Pour les animaux, bien sûr, et l'alimentation animale, c'est bien sûr incontestable, mais aussi pour l'alimentation humaine. Et là, on a un axe stratégique qui vise à la fois à beaucoup plus d'autonomie, même si cette autonomie en France est autour de 60%, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens, grâce à une filière sur la filière oléagineuse qui a travaillé, qui a permis de faire aussi des produits pour l'alimentation animale. Et ça, c'est important. Et il faut que sur cette base, là encore, on soit capable de développer des stratégies qui vont encore beaucoup plus loin. Et ce qui a été signé tout à l'heure, c'était concrètement ce que nous avions discuté il y a 1 an et demi, et qui va faire que des acteurs économiques, coopératifs et privés, sont capables de se rassembler pour créer un consortium
et s'engager ensemble à mettre en commun leurs connaissances, leurs acquis, leur expérience, mais en même temps à participer justement à cet enjeu protéinique français qui doit être un enjeu important, je l'ai dit, à la fois d'autonomie en termes d'alimentation animale et humaine, et en même temps de diversification de ces protéines végétales. On a dans ce plan intégré l'enjeu des légumineuses, qui sont un enjeu important dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la couverture des sols, enjeu aussi, puisque ces plantes ont un avantage sur d'autres, c'est qu'elles permettent de fixer dans le sol une partie de l'azote, de l'air, et ça c'est un enjeu très important aussi. Plus d'autonomie en termes de protéines, c'est donc une capacité de répondre aux grandes questions liées à la diversité des productions, à la couverture des sols. C'est une capacité de pouvoir créer de nouvelles filières et de nouveaux produits, parce que je l'ai vu, là aussi, au travers de cette start-up qui nous a présenté des produits à base de protéines combinées, céréales et légumineuses, il y a là des enjeux très importants. Ça vaut aussi, et c'est un message que je fais passer pour la production animale, puisque les légumineuses permettent aussi, dans la viande ensuite, d'avoir des acides gras insaturés en plus grand nombre que les acides gras saturés. Ça rejoint l'enjeu qui consiste à revaloriser la consommation de viande, à donner à cette consommation aussi des enjeux de santé. Et je crois que là, il y a de quoi combiner une multitude d'enjeux et de quoi aussi faire face à des concurrents qui sont, on l'a dit tout à l'heure, américains du Nord et américains du Sud, sur la base du soja, souvent OGM, être capable de définir une stratégie en France sur des protéines et développer cette stratégie, c'est une manière de répondre aux grandes questions qui sont souvent posées et souvent posées sans qu'on y apporte les réponses. Aujourd'hui, on a mis en place une brique qui doit permettre justement de travailler pour apporter des réponses à ces grandes questions. Donc voilà, assez résumé, tous ces enjeux. Et l'investissement, me dit Arnaud, qu'il ne faut pas que j'oublie, bien sûr, l'investissement avec le suramortissement. Merci Arnaud, qui a été engagé. Le PIA, là aussi, c'est plus de 250 millions d'euros qui avaient été mobilisés sur le PIA 2. Je vous le dis, on aura, et on a eu la discussion, il y aura pour le PIA 3 2 fléchés encore pour l'industrie agroalimentaire, les possibilités d'avoir là, avec le PIA 3, les moyens de financer ces grands enjeux d'innovation de demain. Le suramortissement, bien sûr, aujourd'hui, qui a été prolongé, c'est très important. Et ça, il faut que ça soit rappelé, il faut que ça soit utilisé. Alors, j'ai pas, là, Arnaud, dans sa petite note, me l'avait pas mise, donc je vais t'embêter, le volume exact d'investissement lié au surinvestissement, mais je sais que toutes les entreprises étaient demandeuses de pouvoir faire en sorte que ça se poursuive. Ça se poursuit. C'est toujours aussi des capacités supplémentaires qui sont données aux entreprises pour pouvoir investir. Donc, un secteur agroalimentaire. Et c'est ça le message, puisque je crois que ce qui est souvent subi, c'est beaucoup d'attaques sur cette industrie. Elle est souvent montrée du doigt, elle est souvent caricaturée, je le disais tout à l'heure, alors qu'en fait, elle a aussi toute cette diversité qu'on vient de voir. Elle a pour objectif, non pas simplement, comme certains pourraient l'imaginer, d'être en croissance pour croître, elle est aussi là pour répondre à des besoins, les satisfaire. Elle doit et elle a intégré la dimension environnementale. Elle doit et intégrer, bien sûr, le lien qu'il doit y avoir entre l'alimentation et les produits et la santé, par définition. C'est un enjeu, là aussi, qui doit combiner une demande citoyenne légitime avec des intérêts, bien sûr, de développement d'un certain nombre de productions. Donc l'investissement est un enjeu très important. Le PIA 2 a été un outil qui a été très utile, il faut, et le PIA 3 restera lui aussi dans ce domaine un outil pour le futur. Je terminerai aussi sur les grands enjeux à l'export. On en a parlé. On a fait des efforts tous ensemble pour réorganiser un peu notre système à l'exportation. Et ça n'a pas été facile. Et j'ai encore vu, et je le sais, les sujets qui consistent toujours à avoir quelques difficultés à pouvoir s'organiser de manière collective, se mettre sur des mêmes bannières, travailler ensemble, avoir des stratégies qui consistent à porter l'image de la France pour être ensuite bénéficiaire de cette image générale. Mais il faut être capable de se rassembler.
Il faut être capable d'unifier, de structurer. C'est ce qu'on a fait avec Business France, Sopexa aujourd'hui. Et je l'ai dit, ça n'a pas toujours été facile. Il faut que maintenant, au travers de la bannière qu'on a trouvée avec le Made in France, Made in Love, et qu'on voit aujourd'hui dans ce salon, qui est un repère qui donne cette image de notre pays et qui permet à chacun derrière de pouvoir justement valoriser ses propres produits dans cette image générale de notre pays. C'est, je l'ai dit, d'ici la fin de l'année, un plan stratégique qu'on va essayer de positionner pour la suite avec les aides nécessaires au fonctionnement des outils que j'évoquais, que ce soit pour Business France ou pour Sopexa, mais surtout pour nous, à la fin de l'année, définir des plateformes régionales sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour rayonner. Je prends l'exemple des 30 attachés agricoles qu'on a maintenant dans l'ensemble du monde pour appuyer dans les ambassades les entreprises de l'agroalimentaire et les entreprises agricoles. On va avoir un 31e à Mexico, pour le Mexique, et je souhaite qu'à partir de là, je donne cet exemple, que du Mexique, on ait une plateforme à Amérique centrale, Caraïbes, qui permette d'avoir un lieu où on concentre nos moyens, mais qui va permettre ensuite de rayonner et d'aider toutes les entreprises qui vont chercher à trouver des marchés dans ces pays. Il faut savoir que depuis 2006, l'exportation hors Union européenne a augmenté de 83%. Elle s'est concentrée sur quelques produits, mais elle a augmenté de 83%. Elle était de 2,5 milliards il y a donc 10 ans. Elle est passée à plus de 10 milliards. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, on a fait des efforts, on a eu des résultats. Et on sait que le monde qui bouge aujourd'hui, la France a et doit prendre sa place dans ce monde qui bouge. Et en même temps, je l'ai dit, deuxième point, il faut qu'on réfléchisse bien aussi à notre stratégie sur l'Union européenne. Un événement récent avec le Brexit doit nous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que sera le marché européen de demain? Sur quel point et sur quel produit, sur quelle stratégie on s'appuie aussi pour conserver les parts de marché qui sont les nôtres dans une Union européenne avec la Grande-Bretagne en moins ou un marché unique repensé et revu? Je pense qu'on a intérêt, sur les stratégies qu'on a à mettre en œuvre, à ne pas oublier l'Union européenne. Ça reste un de nos marchés prioritaires, ça doit le rester, même si, je vous l'ai dit, plateforme à l'international, il faut aussi qu'on continue à augmenter nos exportations hors Union européenne. Puis dernier point de ce plan stratégique, comme on a un tissu d'entreprises qui sont plutôt petites, il faut qu'on soit capable d'avoir une politique pour ce qui est de l'État, de soutien à l'exportation pour ces entreprises, et surtout à pérenniser quelquefois les marchés qu'elles peuvent trouver, mais qu'elles peuvent aussi perdre parce qu'elles n'ont pas les moyens du suivi nécessaire, une fois qu'on a trouvé un marché en Asie ou ailleurs, pour pouvoir garantir la pérennisation de ces marchés d'exportation. Et ça fera le troisième point stratégique sur lequel nous allons travailler avec vous, et on aura quelques réunions pour que d'ici la fin de l'année, on ait défini donc les plateformes à l'échelle internationale pour développer nos exportations hors UE, une stratégie dans l'Union européenne et une stratégie d'accompagnement des petites et des moyennes entreprises, parce que c'est ça dont on a besoin. On sait que le potentiel, il est immense. À nous, maintenant, d'être organisés et déterminés à aller non seulement à la conquête du monde, à garantir nos marchés au niveau de l'Union européenne et à continuer à porter haut la belle image de notre pays dans la gastronomie et dans l'agroalimentaire. Un grand merci à tous.